voudrais commencer par raconter une petite... c'est pas une anecdote, c'est un épisode un peu. Durant la Seconde Guerre mondiale, un ministre britannique a interpellé Winston Churchill pour lui dire, nous sommes en pleine guerre mondiale, il y a des combats un peu partout, Londres est bombardé par l'aviation ennemie, l'aviation nazie, et vous venez nous parler de culture et de budget qu'on doit consacrer à la culture. Vous ne pensez pas que c'est un peu déplacé dans la circonstance actuelle? Et Winston Churchill a répondu, et pourquoi vous croyez qu'on se bat et qu'on résiste, si ce n'est pour la culture? Ça a été un peu notre démarche lorsque nous avons décidé de consacrer cette rencontre du mois de juin, et surtout parce que le mois de juin, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Donc ça a été un peu notre démarche. C'était pour nous de consacrer cette rencontre au thème de l'identité musicale libanaise. Surtout que ce thème-là, quelque part, il y a une dimension politique derrière ce thème. Politique dans le sens du politique et pas de la politique. Le politique et pas la politique. Et là, je voudrais signaler, enfin rappeler, que lorsque nous avons décidé de donner à notre site la raison sociale ici Beyrouth, c'était en référence à ici Londres. Hier, c'était le 18 juin, c'était l'appel du 18 juin. Donc pour nous, ici Beyrouth, c'était symboliquement un acte de résistance culturelle, entre autres. Hein. Donc d'où le fait que pour nous, ce thème-là n'est pas... Parce que jusqu'à maintenant, toutes nos rencontres étaient axées sur des dossiers macro-politiques. Alors cette fois-ci, c'est un peu culturel, mais culturel avec une dimension politique qui est évidente. Et je pense qu'il va apparaître au cours de ce débat. Donc je voudrais remercier d'abord le père Madi El-Haj, qui est de l'université de Saint-Esprit de Kaslik. Vous étiez doyen de la faculté de musicologie à l'université Saint-Esprit de Kaslik. Je vous remercie de votre présence. Et notre collègue Alain, qui est docteur en pharmacie, mais en même temps qui est doctorant en musique, je pense, et critique musicale. Donc je voudrais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si vous permettez, Père Haj, je vais commencer par Alain, pour planter un peu le décor, disons. Alain, est-ce que vous pouvez nous définir, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types, disons, de systèmes musicaux, hein, plusieurs types de musique occidentale, levantine. Est-ce que vous pouvez nous définir quelles sont les caractéristiques des différents systèmes musicaux ou des différents types de musique? Voilà, justement, parce que pour répondre à cette question, est-ce que le Liban a une identité musicale? Il faudrait en fait adopter une approche plutôt musicologique et ethnomusicologique plutôt qu'une approche musicale pour comprendre quelle est l'identité musicale du Liban. C'est pour cela qu'il faut revenir à un point de départ, de commencer par définir le langage musical pour comprendre qu'est-ce que la musique, quels sont les langages, les langues plutôt musicales qui existent, les dialectes musicaux, pour justement arriver à reposer la question et de l'affiner un peu plus. Donc si vous permettez, on va suivre sur l'écran avec la présentation PowerPoint. Donc l'approche de la musique en tant que langage, elle a été adoptée par des musicologues qui sont férus de sémiotique et de linguistique, notamment le musicologue Nicolas Meus, mais également des chercheurs en psychologie cognitive de la musique comme John Sloboda. Et en fait, la musique, elle peut alors être définie, ils ont défini la musique comme étant un langage universel à condition de considérer ce langage comme une compétence commune entre les êtres à exprimer des contenus et à communiquer entre eux, et cela à travers des systèmes de signes et qui sont basés sur des sons ordonnés. Et donc, ces systèmes de sons, et donc ce sont les systèmes mélodiques, ils peuvent être identifiés sous forme de langue musicale, et donc ils se déclinent eux-mêmes sous forme de dialectes musicaux. Et ainsi, on peut repérer 3 langues musicales principales qui sont la langue monodique modale, la langue harmonique tonale, qu'on ne voit pas là, mais également la langue monodique pentatonique.
On va passer à la... Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement? Exactement. On va passer en revue chacune des ces trois langues. langues-là, ça se Tout à fait. manifeste par quoi? Voilà. Donc maintenant, on va passer à la diapo suivante. Donc la musique monodique modale, ce n'est pas grave. La musique monodique modale, donc, qui s'étend de l'Asie du Sud jusqu'à l'Europe médiévale, tout en passant par l'Asie occidentale, l'Asie centrale, mais également l'Afrique du Nord. Lorsqu'on parle de musique monodique modale, et on va bientôt écouter un extrait sonore. Donc, il faut commencer par décortiquer cette expression, langue monodique modale. Monodique, c'est-à-dire un seul son. Modale, c'est-à-dire qu'elle suit une échelle modale. On va justement comprendre c'est quoi la modalité lorsqu'on va la comparer à la tonalité. Avant de passer à la deuxième langue, on va écouter un extrait d'une improvisation sur le mode de Rast. Le Rast qui est également un mode levantin, mais qui est en fait une langue monodique modale, interprétée par Simon Shehin. Non, c'est pas ça. Mais ce n'est pas grave. En fait, c'est également une musique monodique modale. Donc voilà, en fait, cet extrait, ce n'était pas l'extrait qu'on avait préparé, mais celui-là, c'est le mode bayat qui fait partie de la langue monodique modale. On va passer maintenant à la langue harmonique tonale. En fait, cette langue, elle s'étend, elle se trouve justement en Europe et en Amérique depuis le XVIIe siècle, mais également, ça existe en part majoritaire de la musique du monde, surtout suite à la colonisation et surtout la globalisation. Et donc, par opposition, il faut changer de slide, par opposition à la langue monodique modale, la langue harmonique tonale, harmonique ou polyphonique, elle est faite par la juxtaposition ou la superposition de plusieurs sons qui vont former un accord. Et tonale, par opposition à la musique modale, la tonalité, c'est en fait une succession de notes, mais qui est standardisée, qui suit une échelle de tons et de demi-tons pour former une échelle de 8 notes. Et par opposition à la musique modale, elle n'est pas standardisée. C'est-à-dire, lorsque je commence par le Do, un mode qui commence par le Do n'est pas exactement le mode qui commence par un Ré. Je vous donne un exemple. La gamme de Do majeur, qui est très connue, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui est formée d'une succession de tons, tons, demi-tons, tons, 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 demi-tons. Si je prends une autre gamme de Ré majeur, par exemple, elle est formée exactement de la même succession de ces intervalles. Alors que dans la musique modale, lorsqu'on commence par un Do, ce n'est pas exactement lorsqu'on commence par un Ré, ce qui va créer des couleurs musicales, d'ailleurs que Olivier Messiaen en avait parlé longuement dans son traité, et ça va créer donc des émotions différentes. Donc, juste pour différencier rapidement entre ces deux langues, la langue monodique modale et la langue harmonique tonale, la langue monodique modale, elle est formée, elle est unisson, c'est-à-dire, pas unisson, mais justement, elle est formée d'une seule voix, alors que la musique harmonique tonale, elle est formée d'une polyphonie, c'est-à-dire une superposition de sons. La musique tonale, elle est formée par des échelles tonales qui reposent sur la tonique et sur la relation entre les différents accords, alors que la musique modale, elle repose plutôt sur les couleurs musicales qui diffèrent en fonction de la tonique.
Et finalement, on va parler de la troisième langue, qui est la langue monodique pentatonique, qui suit les échelles modales, mais elle est formée de 5 sons. Il est possible entre ces langues de faire des créolisations si on arrive à mélanger ces langues d'une façon, disons, compatible. On arrive par exemple au jazz lorsqu'on utilise la langue monodique pentatonique avec la langue harmonique tonale européenne. On a le jazz, mais elle est stérile ou non compatible lorsqu'on veut par exemple mélanger la langue monodique modale et la langue harmonique tonale. On va comprendre petit à petit pourquoi j'en parle en fait. On peut passer à la slide suivante. Plusieurs slides suivantes en fait. Oui. Rapidement, si possible. Oui. Et en fait, c'est juste que je voulais également mentionner... En vulgarisant au maximum, justement, oui, les textes. Oui. En fait, ces langues musicales, elles se déclinent eux-mêmes en des... dialectes musicaux, et ces dialectes qui vont donner des traditions et écoles musicales et qui diffèrent l'une des autres en fonction, voilà, justement, ça va donner naissance à des traditions et des écoles musicales qui eux-mêmes peuvent être différenciées selon une base culturelle rythmique, et on peut différencier au sein d'un même territoire culturelle entre la musique religieuse et la musique profane, mais également entre la musique savante et la musique populaire. Et c'est surtout le Père Haj qui va parler de la tradition musicale populaire. Donc, pour affiner la question, comme je vous ai dit au début, la question qui se pose sur l'identité musicale. Quelle identité musicale pour le Liban? Justement, est-ce qu'elle est monodique modale ou elle est harmonique tonale, ou c'est un mélange des deux, s'il est possible de faire un mélange entre les deux. Voilà. Ouais. Donc, ça va me permettre de rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Je voudrais aborder un peu les caractéristiques de la musique libanaise. Ouais. Alors, nous savons tous que le Liban est un pays pluraliste, libéral, ouvert sur le monde. La société libanaise est une mosaïque, évidemment, de composantes socio-communautaires. Est-ce que ça ne se reflète pas d'une certaine façon sur la musique libanaise? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir les caractéristiques de la musique libanaise en fonction de la réalité, la spécificité du Liban? Alors, bonjour tout d'abord. Alors, oui, il y a une richesse dans la musique populaire traditionnelle libanaise. Moi, je vais parler maintenant de la musique traditionnelle, la musique qui est transmise par la voie orale. Alors, c'est la musique ancienne qui remonte dans le temps, on ne sait pas combien de temps. Alors, il y a des formes musicales qui existent dans tout le Liban. Alors, avant de parler de la musique, il faut parler de la culture, quand on dit, par exemple, les frontières politiques ne sont pas les frontières culturelles des pays ou des gens ou des peuples. Alors, il y a beaucoup de chants populaires qui existent dans les régions qui sont à côté, comme en Syrie, en Jordanie, en Palestine. Alors, il y a des noms, des chants qui existent partout. Mais il y a un goût. Chaque pays a son goût. Pour arriver au Liban, alors le Liban est divisé naturellement en 3 parties géographiques, grandes parties géographiques. Il y a la côte, les villes qui sont sur la côte libanaise. Alors, il y a Beyrouth, Sidon, Tyr. Alors, toutes ces villes-là, il y a la montagne ou bien la campagne libanaise et il y a la plaine de la Bekaa. Alors, quand on parle de ces régions-là, alors ici, on entre dans la richesse de la population libanaise. Sur la côte, il y a des gens qui sont, dès l'histoire du Liban, qui faisaient le trafic entre les pays de la Méditerranée. Il y a des gens qui viennent, des gens qui vont. Alors, il y a cette richesse de culture, mais qui est influencée par l'extérieur. Les montagnes libanaises, ou bien la campagne libanaise, il y avait la persécution. Alors, c'est une montagne qui logeait les gens qui venaient de tous les pays voisins, ou bien de la région, et qui avaient des problèmes avec... ou bien pour des problèmes politiques, des problèmes religieux. Alors, les gens venaient dans cette campagne pour y vivre. Alors, ici, on trouve aussi une musique qui est différente de la musique côtière.
Et la musique qui est dans la plaine, dans la Bekaa, alors c'est une musique qui vient surtout de l'Orient. Alors il y a les tribus des Bédouins qui venaient dans les saisons chaudes de la région de la péninsule arabique ou bien de l'Irak, de la Syrie. Ils venaient au Liban parce que la saison chaude de ces régions-là est plus douce ici au Liban. Alors, ils restaient au Liban pendant 3-4 mois. Ici, il y a une interférence entre les cultures, entre les musiques, entre tout le patrimoine qui existe. Il y a va-et-vient entre ces peuples et les gens qui restent tout le temps au Liban. Alors, c'est pour ça que la structure politique, la structure sociale influence la musique au Liban. Pour parler des genres musicaux, alors les musiques ou bien les chants traditionnels populaires au Liban, alors on peut les diviser en deux groupes, deux grands groupes. Il y a le chant mélismatique, moi je l'ai appelé mélismatique. C'est quoi le chant mélismatique? C'est un chant improvisé, c'est un chant interprété d'une façon sans rythme. Il y a le mawal, comme le mawal arabe, ça existe dans tous les pays arabes, il y a le mawal. Il y a cette liberté de chanter, mais c'est modal. Alors c'est un chant qui est chanté sur des modes arabes. Ces chants reviennent dans le temps avant même la structuration des modes arabes qu'on connaît maintenant. Hijaz, Bayati, Siga, Rast, tout ça. Alors c'était nommé dans le temps, on ne sait pas comment, mais c'était des genres musicaux. C'était des genres musicaux parce que au Liban, le chant traditionnel, c'est restreint. Si on veut parler des caractéristiques, on va parler tout de suite des caractéristiques de ces chants-là. Alors, les chants mélismatiques, je donne des exemples. Il y a le Ataba, il y a le Shrou'i, il y a Qasid, il y a Abu Zelouf. Alors, ces chants sont très connus. Alors, il y a d'autres chants dans d'autres pays qu'on ne connaît pas là ou qu'on ne chante pas au Liban, mais ça existe en Syrie, en Irak. Il y a des similitudes entre des chants qu'on appelle ici Ataba en Irak, on les appelle autre chose. Alors, il y a des similitudes dans la façon de chanter. Le second groupe, c'est les chants syllabiques, les chants qui sont basés sur une poésie syllabique. Alors, ici, il faut dire que le chant traditionnel libanais, c'est un chant basé sur la poésie. On n'a pas une musique traditionnelle libanaise. Il n'y a pas une musique sans parole. Il n'y a pas une musique sans chant. Parce que le chant traditionnel, c'est un chant qui est interprété dans une occasion sociale. Et l'occasion sociale doit avoir des paroles. Il faut parler de cette occasion. Mariage, n'importe quoi, alors c'est la fête du village et tout ça. Alors il y a des paroles qui reflètent cette occasion-là, chantées sur des mélodies. C'est pour ça le chant et pas la musique traditionnelle populaire libanaise. Alors, les chants syllabiques, alors c'est chanté sur des poèmes ou poésies qui sont syllabiques. Ici, il faut parler du zajal libanais. Le zajal libanais, c'est la poésie populaire chantée au Liban. C'est la définition du zajal en langue française. Alors, il faut toujours utiliser ce mot chanter, la poésie populaire chantée au Liban, parce que le zajal est souvent chanté. Si le zajal n'est pas chanté, il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien le chanteur n'a pas une belle voix, ou il n'aime pas chanter. Mais quand on parle de Karradi, par exemple, quand on parle de Mouachah Baladi, quand on parle de Ma'anna, alors il faut chanter le Ma'anna, il faut chanter le Karradi, il ne faut pas dire le Ma'anna et dire le Karradi. Alors, ici, on entre dans la richesse ou bien la différence des régions sur le plan, si vous voulez, communauté religieuse. La chanson ou bien le chant populaire de la montagne, alors il est influencé par le syriaque, par les chants traditionnels syriaques. C'est un chant qui est monodique, c'est un chant qui est syllabique. Alors chaque syllabe, pour dire c'est quoi syllabique, chaque syllabe a sa note et les notes sont égales. Alors il y a ces isorhythmies, on les appelle. Alors il y a croche, 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 croche. Alors toutes les syllabes prennent la même forme de note, qui est la croche par exemple, et chaque syllabe a sa note musicale. Alors, le chant syriaque, ce n'est pas la plupart, tout le chant syriaque est comme ça. Ce qui a facilité cette ressemblance entre le syriaque et le libanais, c'est le dialecte libanais, qui est syllabique. Dans l'arabe classique, il y a long et court. Par exemple, je donne un exemple sur une poésie arabe classique, qui fait nepki, papa pam pam. Alors il y a
croche noire, croche par exemple. Mais je dis par exemple, Mshali mnohre di momo en syriaque. Mshali mnohre di momo, shamlo aman tayboutour, papa, 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 pam, c'est le zajal. Ammir ya m'allim l'amar ou alli harutna. Les Rahbani ont utilisé la même mélodie de ce chant. Il y a le chant Mshali mnohre di momo, shamlo aman tayboutour. C'est le chant syriaque traditionnel, ça date des années 300 après Jésus-Christ. Les frères Rahbani ont utilisé ça. Ils ont utilisé la même mélodie. Alors, c'est pour ça qu'on doit dire, dans les campagnes où il y a, la plupart de ces régions, il y a les communautés maronites, c'était influencé par le chant maronite qui a fait naître ce chant traditionnel. Dans la Bekaa, il y a les Bédouins. Alors, les Bédouins chantent la qassida qui est la plupart en dialecte bédouin, ou bien en arabe classique, qui est très proche de la langue des Bédouins. Alors, il y a le mélisme, il y a le chant libre, il y a le rababa qui accompagne. Alors, c'est pour ça qu'on trouve ce chant dans la Bekaa. Et à la côte, il y a les influences turques d'Alep, de l'Égypte. Après, dans la fin du 19e siècle, il y a l'influence égyptienne qui a influencé Beyrouth et toutes ces régions-là. Alors, les caractéristiques, pour arriver rapidement à la question, pour finaliser la réponse, les caractéristiques, c'est une musique modale, c'est une musique de mélodie simple avec des notes conjointes. Alors, c'est le mouvement conjoint des notes, si vous voulez. Alors, on dit Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré. Il n'y a pas des intervalles qui sont très difficiles à chanter. C'est pour cela que la plupart des chants traditionnels libanais sont communautaires. C'est connu par tout le monde. On chante tout le monde le Dal'ouna, on chante le Abou Zelouf, on chante. Alors, on répond après le chanteur. Alors, c'est un chant qui est facile à retenir. Et en plus, c'est un chant qui, la mélodie peut être utilisée pour des milliers et des milliers de poésies. Il n'y a pas une poésie avec une musique propre à cette poésie-là. Alors, il y a, on l'appelle mélodie type, comme en syriaque. Alors, je dis Abou Zelouf, alors on connaît comment chanter ce poème. On dit Dal'ouna, on connaît comment chanter ce poème. Alors, la musique, c'est au service de la poésie. Et tout le chant, c'est occasionnel, alors c'est au service de la société, c'est la caractéristique qui est la plus importante, et finalement le dialecte libanais qui joint toutes ces communautés entre elles, ou bien au Liban, ou bien en musique, en tout ce qui est tradition, autre chose. C'est le dénominateur commun, donc. C'est le dialecte libanais. C'est le dialecte libanais. Avec il y a des différences entre le sud et le nord, c'est pas le même dialecte de parler. De plus, Dal'ouna, il y a des différences entre Dal'ouna de Jnoub, du sud et du nord. On dit par exemple Dabke, Ba'al-Bakiye, Dabke Shmaliye, Dabke Jnoubiye. Alors ça diffère parce que la façon de chanter le Dal'ouna sur lequel on fait le Dabke, alors c'est différent d'une région à l'autre. Alors tout ça, on situe tout ça dans quelle période historique? Est-ce que c'est la période qui précède le mandat ou bien c'est une constante Oui, alors quand on dit tradition, alors on ne connaît pas le compositeur, on ne connaît pas qui a commencé à chanter. Il y a quelqu'un qui a commencé, mais personne ne connaît qui a commencé à chanter le Ataba. Il y a des légendes, il y a des histoires. Par exemple, l'Ataba, on dit qu'il y a 450 ans que ce chant a commencé en Bagdad. Il y avait un type qui était touché d'une maladie contagieuse. La tribu, on dit il faut le chasser parce que c'est dangereux. Et lui, il est parti de l'Irak en Syrie, il est arrivé à Baalbek, il Ateba. Alors il dit pourquoi vous avez ça avec moi? Alors c'est pour ça. Il y a des histoires, mais c'est pas... Des légendes, disons. Des légendes. Mais il y a, par exemple, cette histoire, je l'ai trouvée au Liban, je l'ai trouvée en Syrie et je l'ai trouvée sur les frontières irakiennes syriennes. Alors, peut-être que ça sera un peu la vérité. Mais là, l'histoire de ces chants-là, personne ne connaît quand ils ont commencé à être chantés. Donc tout ça, nous sommes encore loin de l'influence de la musique occidentale. Ah non, pas du tout. Il n'y avait pas d'influence dans ce ton-là. Il n'y avait ni des missionnaires, il n'y avait pas d'école. Alors, ça jusqu'au
jusqu'au 19e siècle, alors ces musiques étaient là. C'est ça. Donc nous sommes dans la phase historique. Avant le 19e siècle. Oui, avant disons, les grandes missions des missionnaires. Oui, c'est ça. C'est ça, au 18e, avant le 19e siècle. Donc, d'où le fait que ce dénominateur commun est un peu flou, disons, on peut dire, entre ces trois régions que vous avez citées. Le dénominateur commun se limite au dialecte. Oui, par exemple. C'est un peu un dénominateur commun un peu flou, non? Non, mais par exemple, quand vous partez dans la Bekaa, vous ne trouvez pas beaucoup le karradi, par exemple. Ce n'est pas très chanté, parce que ce n'est pas leur tradition. Le karradi, c'est un chant montagnard, campagnard. Alors, c'est un chant avec la danse. Il y a des communautés religieuses même, des communautés au Liban, qui n'acceptent pas la danse. C'est pour ça qu'on trouve la poésie chantée. La poésie chantée, c'est quelque chose de dit pour acclamer quelqu'un, pour dire le bien de quelqu'un, ou bien pour dire adieu à un défunt. Alors, c'est là. Alors, mais Ataba, Mijana, toutes ces musiques-là, qui sont la musique mélismatique, sont arrivées... ça existe dans les régions campagnardes, mais l'opposé, c'est un peu difficile de trouver ces gens. Il y a des différences entre les Bédouins même. Au Liban, il y a des nomades, on les appelle des semi-nomades, ils ne sont pas des nomades. Parce que les Bédouins qui existent en Irak, en Syrie, ils ne chantent pas la musique rythmique, c'est interdit. Au Liban, les semi-nomades qui existent, par exemple, je donne par exemple Faour, Arab al-Faour, ça existe pas très loin de Zahle. Arab al-Faour sont des semi-nomades qui sont originaires de la Syrie et eux disent qu'ils viennent de l'Irak. Alors ce sont des gens qui sont influencés par la musique régionale. Alors il y a la musique de danse, il y a le atab, il y a Dal'ouna, mais c'est le Dal'ouna qui est plutôt palestinien, syrien. Alors c'est pas le Dal'ouna qu'on connaît au Liban. Ici on entre dans l'influence des frères Rahban et d'autres qui ont changé, si vous voulez, le patrimoine. Ils ont comment dire, fixé. Ils ont fixé une forme de la Dal'ouna, par exemple, qu'ils connaissent eux-mêmes, et c'est Dal'ouna. Mais non, il y a beaucoup de Dal'ouna qui n'est pas médiatisé. Alors, Alain, je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez, de votre côté, un peu définir cette musique qui précède le mandat, disons, la période qui précède le mandat? Justement, au 19e ou 18e siècle. Voilà, parce que justement, c'est à partir de là qu'on se pose la question de l'identité libanaise. Parce que justement, après la Première Guerre mondiale, on a commencé à... il y avait une certaine nahda dans la région du Levant, du Mashri. Et donc, cette nahda endogène, elle est arrivée dans la plupart des villes du Levant, notamment en Égypte, et l'historien Frédéric Lagrange en parle amplement. Cependant, au Liban, cette dynamique, elle est arrivée trop tard. Et justement, elle est arrivée trop tard au Liban de la Mutasarrifiya. Trop tard, c'est-à-dire dans quelle période on se situe? Voilà, donc on parle maintenant un peu avant 1920, donc justement avant l'arrivée du mandat français. Et donc c'était, je dis trop tard, parce qu'il y a eu subitement le mandat français qui a été imposé ici. Et donc, suivant les principes du colonialisme, le mandat français a essayé d'imposer une certaine adoption des langages musicaux qui sont propres à l'Occident. Et donc, je reviens à la langue harmonique tonale. Et donc, il y avait les compositeurs dans cette région, notamment au Liban, au Grand Liban, qui, au lieu de préserver la musique monodique modale qui était endogène, ils ont plutôt préféré suivre le courant et adopter les langues allochtones et donc harmonique tonale. Donc ce qui s'est passé, en fait, on avait une certaine tradition libanaise, qu'on pourrait appeler libanaise, et je dis tradition, contrairement à ce que le père Haj disait, elle n'était pas, je ne parle pas de la tradition populaire, mais plutôt d'une tradition d'une musique d'art ou une musique savante qui avait commencé à s'instaurer au Liban. Et d'ailleurs, on avait un musicologue libanais qui s'appelait Mkhaïl Machea qui avait noté cette musique d'art qui commençait à se développer au Liban. Il y a eu subitement le mandat français qui a
qui a arrêté toute cette dynamique-là, qui a continué à se développer en Égypte, mais malheureusement qui ne s'est pas développée au Liban. Durant cette période, cette musique, cette tradition, elle a été immortalisée dans les disques de 78 tours de Mohiddin Bayoun, de Lia Farjallah Baïda, de Maître El Mour, de Marie Joubran. Et puis, subitement, comme je vous ai dit, il y a eu les compositeurs modernistes arabes ont décidé d'adopter les expressions culturelles européennes. Et donc, c'est là qu'on arrive au mandat français. Alors, justement, pour évoquer un peu cette période du mandat français et voir un peu durant cette période comment s'est transformée, je ne sais pas si elle s'est transformée, la musique libanaise. Nous avons eu un entretien avec Madame Saleh Kayali, qui est responsable des affaires culturelles à la mission du Liban en UNESCO, avec qui nous avons abordé justement ce problème de l'identité, disons, musicale libanaise, si on peut la définir. Et je vous propose donc de suivre son intervention à ce sujet. Comment est-ce qu'on pourrait définir la musique libanaise? Si on vous demandait de définir la musique libanaise, comment on pourrait définir la musique libanaise? Oui, la musique libanaise est en fait un creuset de l'âme libanaise, c'est-à-dire elle est le produit des différentes influences qu'a subi le Liban et qui représente un petit peu c'est l'âme libanaise, c'est un pont entre les cultures, c'est un peu d'influence orientale, un peu d'influence occidentale, le dialogue entre les deux. Vous avez des musiques qui sont totalement occidentales, d'autres qui sont totalement orientales, d'autres qui sont un mélange. Vous avez des musiques contemporaines, vous avez des musiques néo-romantiques ou néoclassiques. C'est ça ce qui fait l'intérêt et la force et la richesse de la musique libanaise, c'est sa diversité, c'est sa multiplicité. D'ailleurs, vous savez, on dit, si tu veux connaître un peuple, écoute sa musique. Donc, en écoutant notre musique, c'est sûr qu'on comprend que nous sommes des êtres multiples et que nous allons vers l'autre et en même temps, nous n'excluons pas l'autre. C'est ça ce qui est intéressant dans nos musiques, c'est qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Alors, est-ce qu'on pourrait identifier un père fondateur de cette musique libanaise, cette musique savante libanaise? Oui, certainement. Moi, j'ai identifié Wadia Sabra, auquel j'ai consacré une biographie après avoir retrouvé ses archives qui avaient été perdues pendant de nombreuses années. Wadia Sabra est né en 1876 et mort en 1952 et il a fait acte de pionnier. Il a été pionnier. Il est parti étudier la musique en 1890 en France, 1893 plus précisément en France, car il n'existait pas à Beyrouth ou ailleurs dans la région d'écoles musicales ou de conservatoires. Donc il est parti, il a passé plusieurs années en France, il a appris, il a intégré, il a intériorisé les outils de la musique occidentale et il est rentré au Liban autour des années 1910. Il est rentré à Beyrouth, en fait. Le Liban n'existait pas en tant que tel. Et il a fondé une première école de musique qui est devenue notre conservatoire. Il a rapporté avec lui l'écriture musicale, l'enseignement des instruments, l'enseignement du piano. Et il a vraiment fondé, il a mis la première pierre de ce qui allait devenir la vie musicale au Liban et qui allait devenir très riche et très importante. Il a écrit le premier opéra en langue arabe en 1928 sur un thème biblique, Al-Malakain. Il a vraiment il a créé un genre, en fait, il a créé un courant qui est la musique savante libanaise, qui prend les outils de la musique occidentale, des matières théoriques, de l'harmonie, etc., et qui les applique à l'âme orientale. Et par la suite, il y a eu beaucoup de compositeurs qui se sont inscrits dans ces pas, comme Toufi Soukar, comme Georges Baz, comme Bourous Lalian, et aujourd'hui, plus proche de nous, les grands compositeurs contemporains libanais, comme Pchar El-Khouri, Gabriel Yared, Naji Hakim, Zad
Mouta. Je ne sais pas si ces compositeurs-là auraient vraiment été ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu la première pierre de Wadi Sabra. Est-ce qu'on peut considérer que les Rahbani, par exemple, se sont inspirés un peu de cette musique libanaise? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils... Certainement. Oui. Certainement, ils font partie. Les Rahbani ont révolutionné le paysage musical libanais parce qu'ils ont, dans les années 50, au festival de Baalbek notamment, ils ont créé un genre à part entière qui n'existait pas avant eux, qui est l'opérette libanaise. Ils ont pris l'opérette viennoise du 19e siècle et ils l'ont adaptée au contexte local. C'était tout à fait nouveau. Et grâce à eux et au groupe des 5, qui était composé aussi de Zaki Nassif, Toufi El Bacha et Philémon Wahbi, ils ont ramené le centre de la musique arabe qui jusqu'ici se tenait au Caire, ils l'ont ramené vers Beyrouth. Ils ont été extrêmement importants, certainement. Donc on peut considérer que Wadi Sabra, c'est l'ancêtre de tous ces compositeurs, ou bien le père, le père spirituel, disons, si on peut le désigner comme ça, de tous ces compositeurs. Il a ouvert une voie, absolument, on peut le dire, tout à fait. Bon, à partir de ce que Mme Saleh Kayali a dit, Alain, je commence par vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un père fondateur, disons si on peut l'appeler comme ça, pour la musique libanaise, musique savante libanaise? Alors, elle a défini, elle a dit, oui. Est-ce que on peut considérer que c'est vraiment lui le père fondateur? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. En fait, la biographie dont parle Mme Kayali, voilà, c'est sa biographie de Wadi Sabra. Si vous permettez, j'ai relu cette biographie et j'ai voulu noter j'aimerais commenter ce que Mme Kayali a dit. Parce que Mme Kayali elle-même, elle souligne dans son ouvrage, à la page 135, que Wadi Sabra était un ardent défenseur de la musique arabe. Et d'ailleurs, Wadi Sabra lui-même, il s'est revendiqué à plusieurs reprises ça, en affirmant qu'il faut que cette musique arabe trop longtemps mésestimée soit enfin réhabilitée. Il dit également qu'il serait souhaitable que l'on donnât à la musique arabe la place d'honneur qui lui est due et que les grands centres musicaux de l'Europe proclamassent la théorie arabe comme la vraie base de la musique moderne. Si cela est vrai, pourquoi cette musique n'a pas été enseignée au conservatoire alors que Wadi Sabra lui-même il a fondé le conservatoire national? Et dans cette même biographie, Mme Kayali, elle cite elle-même que jusqu'en 1952, il n'y avait que la musique occidentale qui était enseignée au conservatoire. Donc, on n'avait aucune trace de la musique levantine autochtone. Deuxièmement, elle parle d'une musique savante libanaise. Le Liban, il fait partie de cet Orient, de ce Levant. Et donc, toutes les traditions musicales qui existent au Levant et au Liban, qu'elles soient savantes ou populaires, qu'elles soient religieuses ou profanes, de langue arabe, syriaque, copte, grecque ou même arménienne. Donc, toutes ces musiques, elles reposent sur un système modal. Et donc, ne reposent pas sur le système harmonique tonal que Wadi Sabra défendait. Troisièmement, le problème réside dans le fait que le conservatoire que Wadi Sabra a fondé, il a exclu toute la musique autochtone. Elle a juste enseigné, comme je vous ai dit, la musique européenne. Donc de là à dire que la musique que Wadi Sabra a fait peut être qualifiée de musique savante libanaise, c'est totalement faux. Et je continue, parce que le projet progressiste de Wadi Sabra, il ne s'arrête pas là. Parce qu'au nom d'un certain darwinisme musical, c'est-à-dire une évolution, parce que selon lui, harmoniser ou appliquer la grammaire européenne à la musique autochtone, pour lui, c'était moderniser cette musique. Alors que cette modernisation, selon ses dires, elle ne peut engendrer qu'une annihilation des caractères spécifiques de la musique levantine. Je dirais encore plus. Il a voulu justement fixer l'interprétation, alors que la musique qui existait, que ce soit d'Al-Ouna, que ce soit toute cette musique que Père Haj vient d'évoquer, elle était d'ordre comment dire, c'était l'improvisation. Donc, il ne suivait pas, ce n'était pas une énonciation musicale
comment dire, de la lettre compositionnelle, c'est-à-dire c'était une improvisation. Encore, Wadia Sabra, qui fait partie d'ailleurs des autres compositeurs modernistes arabes qui existaient, ils ont adopté une démarche occidentale. Et l'ironie du sort, c'est que les musicologues qui existaient, occidentaux, orientalistes, qui existaient au Liban, qui étaient religieux, ils prenaient la défense et en même temps la diffusion de la musique autochtone. Donc c'était justement les Occidentaux qui défendaient notre musique, et c'était cette élite beyroutine qui existait à cette époque qui voulait moderniser la musique arabe en l'harmonisant, en appliquant la grammaire européenne. Donc, Wadia Sabra n'a pas créé une musique savante libanaise, comme le dit Madame Kayali, mais il a composé ce qu'on appelle une musique savante occidentale, purement occidentale, mais qui avait des couleurs orientalistes. D'ailleurs, il y a le musicologue français Jean-Pierre Bartoli qui définit cette musique occidentale orientaliste. D'ailleurs, même les compositeurs européens comme Saint-Saëns, comme Berlioz, comme Bizet, ils ont utilisé ils ont composé suivant ce style-là, en incorporant ce qu'on appelle une seconde augmentée que Wadia Sabra utilise souvent pour donner un peu une image de l'Orient musical. Et donc, en fait, c'est un sujet que j'ai discuté à plusieurs reprises avec Madame Kayali. Et dans l'un de mes articles, je vais lire un petit paragraphe que j'ai mentionné dans l'un de mes articles. Il est donc important d'éviter de surdimensionner la figure de Wadia Sabra et d'en faire le fondateur méconnu de la musique savante libanaise et le réhabilitateur incompris d'une musique arabe tombée en décadence faute de science, pour reprendre ses dires. Il est bien en effet probable que les tribulations de ce compositeur libanais occidental proche des pouvoirs, se déclarant lui-même théoricien de la musique arabe, soit la conséquence précisément de son faible degré de connaissance des traditions musicales du Levant et des méthodologies scientifiques propres à la musicologie moderne. Par suite, le projet de modernisation, selon ses dires, de la musique levantine de Wadia Sabra a clairement été voué à l'échec. Bon, donc je voudrais passer à vous, Père Haj, si vous voulez commenter ce qu'a dit Alain. Mais avant ça, je voudrais établir un parallèle. Vous avez parlé un peu de la musique libanaise qui était le reflet de réalité sociale. Vous avez distingué 3 zones géographiques, disons, en disant que la musique libanaise était le reflet de ces réalités sociales sur le littoral, la montagne, disons, le Mont Liban et la Bekaa. Ça, c'était donc avant 1920, avant le mandat français. Est-ce que si on passe au mandat français, comme a dit Madame Kayali, est-ce que vous pensez que cette période du mandat français a façonné d'une certaine façon une, je ne sais pas si on peut dire une nouvelle musique libanaise, mais est-ce qu'elle a peaufiné ou façonné la musique libanaise compte tenu de l'influence occidentale? Est-ce qu'on peut considérer que la musique libanaise durant cette période du mandat était, comme l'a dit Alain, uniquement occidentale, ou bien la période du mandat a façonné la musique libanaise par rapport à la période d'avant 1920? Oui, avant de commencer, il faut dire qu'en Europe, en Occident, il y a toujours la musique traditionnelle jusqu'à maintenant. Il y a la musique traditionnelle française, allemande, Belgique, d'Italie, de tout. Et il y a la musique qu'on connaît, la musique savante. On l'appelle au Liban la musique classique, mais ce n'est pas classique. Maintenant, on est dans l'ère de... Il n'y a rien plus. Mais quand on parle de Beethoven, alors c'est un Allemand. Mais Beethoven, s'il revient à son village natal, il va chanter les chansons populaires de sa région. Mais il a composé les symphonies, les sonates et tout ça. Alors, ce qu'a fait Wadia Sabra et autres, c'est un Libanais. Il a sa musique traditionnelle, populaire, héritée de ses parents. Mais il a essayé, comme a dit tout à l'heure, il a essayé de faire de la musique savante à l'occidentale sur des thèmes orientaux.
Alors c'est tout. Alors, il n'a pas fait la musique libanaise. Il n'est pas un père de la musique libanaise. C'est un gros mot. Alors, dire le père de la musique libanaise, lui, il n'accepte pas. Parce que c'est une responsabilité de dire que moi, je suis le père de la musique. Alors, c'est ni Beethoven, ni autres compositeurs occidentaux n'osent dire que moi, je suis le père de l'opéra, par exemple. Alors, mais la différence, c'est là. Il faut dire que Wadih Sabra a fait des tentations de composition sur des thèmes orientaux, comme a dit mon collègue tout à l'heure, alors sur le Hijaz, qui est pourquoi le Hijaz, la seconde augmentée, parce que c'est joué sur le piano, sur les instruments occidentaux. Alors c'est possible, il n'y a pas de notes mobiles, comme on les appelle. Alors au Liban, pendant le mandat français, il faut parler des personnes qui ont essayé de faire l'opposition de l'influence égyptienne. Alors dans le temps, il y a l'Égypte, avec sa radio, même la radio c'est en 1936, mais avec les théâtres, avec les salles, avec les khérifs qui étaient avec la musique, avec les arts. Alors la musique égyptienne était à l'essor dans ce temps-là. Alors il y a des personnes au Liban qui ont commencé à faire quelque chose de libanais. Je reviens à la chanson libanaise avec le dialecte libanais. Alors le dialecte libanais, c'était considéré par quelques comme il n'est pas à la hauteur du dialecte égyptien ou de la langue arabe classique. Alors, on parle par exemple de Omar Zanni, qui a commencé, pendant le mandat, de composer des chansons critiques, des chansons de programme, des chansons contre le mandat français, qui critiquent la société qui change, à l'occidental même. Comment les gens s'habillent, comment ils mangent, comment ils sortent la nuit, comment ils laissent la maison, les enfants. Alors, c'était toutes les chansons d'Omar Zanni, c'était comme ça. Il était en prison plusieurs fois parce qu'il critiquait le mandat français. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le zajal libanais, mais il a composé des mélodies nouvelles qui répondent, si vous voulez, à la jeunesse de ce temps-là. Et il a chanté ces zajals. Alors, c'est quelque chose qui est actuel, qui reflète les problèmes de la société, et en plus, avec un petit ensemble musical, des instruments qui ne sont pas de la région. Et il a commencé à faire le théâtre à Beyrouth, c'était à plein air dans les cours. Alors, c'est ça, cette période-là, il y avait cette problématique. Il cherchait l'identité de la musique libanaise. Il n'y avait pas de musique libanaise actuelle. C'était toujours ou bien la musique bédouine, ou bien le chant bédouin, le chant traditionnel montagnard dont j'ai parlé tout à l'heure, et les chansons qui venaient avec les 78 tours, avec les disques qui venaient de l'Égypte. Il y avait dans le temps beaucoup de compagnies d'Europe qui venaient ici en Orient pour enregistrer pour des gens et les diffuser partout dans le monde arabe et même dans le monde. Alors, le premier enregistrement s'était fait en Orient, c'était en 1904. En 1904, ça a commencé l'enregistrement et c'était pour... j'ai oublié maintenant. Alors, ça existe jusque maintenant, on peut l'écouter. Mais pour revenir au Liban, il y a Omar Zanni, il y a Yahya Lababidi, il y a Noul Al-Manni. Ces gens-là ont commencé à composer une musique qui peut être en parallèle avec la musique égyptienne, c'est-à-dire changer la mélodie traditionnelle. Parce que les gens trouvent que la mélodie de Ataba, par exemple, et de Karradi et de Dal'ouna, c'est quelque chose de dépassé par rapport à la musique égyptienne qui est façonnée à la façon à peu près ottomane et occidentale. Parce qu'il y a l'influence ottomane et il y a l'influence européenne. Il y avait l'Italie et la France qui étaient en Égypte. Alors, et la Grande-Bretagne aussi un peu. Et la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne en plus, oui. Oui. Donc ça, nous sommes encore durant la période du mandat français. Oui, c'est ça. Oui. Si on veut poursuivre un peu la flèche du temps, disons, après le mandat français, disons, après l'indépendance, l'époque, disons, contemporaine, ouais. Est-ce que la musique libanaise a évolué d'une certaine façon durant cette période contemporaine, après l'indépendance, après la période
qui a suivi un peu le 1943, disons. Même avant l'indépendance, il y a une charnière qui est très importante dans l'histoire de la musique libanaise, c'est la radio. La radio, c'est elle qui a changé tout ce qui est musique au Liban et dans tout le monde arabe. Il y avait au début Radio Al-Quds, 1934, Radio Al-Qahira, 1936, de Caire, Radio Beyrouth, ou bien Radio Orient, c'était pour les Français qui ont fondé la radio Orient, c'était pour la Syrie et le Liban. Alors, on oublie ça. C'était une radio pour les Syriens et pour les Libanais parce qu'il n'y avait pas encore l'indépendance. Alors, c'était Radio Orient qui est devenue dans le temps la radio libanaise, la radio du Liban maintenant. C'était en 1938 et en Syrie, c'était dans les débuts des années 40. Qu'est-ce qu'a fait la radio? On commence, et il y a Isaat Shar el-Adna, la radio Proche-Orient qui était à Yafa. Surtout après des Jénines, c'était transféré à Yafa. Alors, qu'est-ce qu'a fait la radio? Il y avait des gens, alors moi je dis, c'est une équipe, ou bien c'est une cuisine qui a fait la musique libanaise. Je parle maintenant de la radio de Proche-Orient. Il y avait une personne qui s'appelait Sabri Sharif. Sabri Sharif, c'est un Palestinien qui avait une vision, comme Bartok dans le temps. Bartók avait cette idée de chercher les mélodies des campagnes de son pays et de composer dessus des chants, des musiques universelles, ou bien comme la musique classique et tout, écoutée par tout le monde, pour revenir à l'universel. Est-ce que la musique c'est une langue universelle ou pas? Alors, c'est là, si elle suit des formes, des normes universelles, ça sera universel, sinon, pas du tout. Alors, ce que a fait Sabri Sharif, lui, il n'était pas musicien. Il était metteur en scène, il était directeur de la division musicale à la radio. Alors, il a encouragé des personnes à aller dans les régions et chercher les musiques populaires traditionnelles et façonner des musiques sur ces chants-là. Entre autres, Zaki Nassif, les frères Rahbani, les deux frères Rahbani, Toufi El-Bacha et autres, et Philemon Wehbe qui a travaillé dans cette radio, qui était à Yafa, dans un moment donné. Alors, c'est lui qui a commencé à mettre les prémices d'une chanson libanaise avec le dialecte libanais pour être à l'opposé de la musique égyptienne. Qui ça, Philemon Wehbe? Vous parlez de Philemon Wehbe ici? De Philemon Wehbe? Non, je parle de Sabri Sharif Sabri Sharif, après, il a pris la nationalité libanaise. Il a pris la nationalité libanaise, c'est à Antelias qu'il a pris la nationalité. Parce que lui, il a fait la mise en scène de la plupart des œuvres des frères Rahbani. Alors, il y avait là la fondation qu'on appelle Ligue des Cinq, ou bien Groupe des Cinq. Groupe des Cinq, c'est un groupe qui était en Russie, avait le même but, c'est de composer des musiques savantes basées sur la musique populaire pour garder le nationalisme. Et ici, si on revient au problème nationaliste, la région là, politiquement, c'était le nationalisme. Je suis libanais, je ne suis pas arabe. C'était dans le temps. Pourquoi? Parce que Jamal Abdel Nasser a fait l'Union arabe, l'Égypte, la Syrie, l'Irak et le Liban, c'était dans son projet. Alors, les Libanais n'ont pas accepté cette idée-là. Pour se différencier en musique, ils ont dit, moi, je vais chanter des chansons libanaises à la radio. À la radio libanaise, c'était interdit de chanter, sauf l'arabe classique et l'égyptien. Quand les frères Rahbani sont venus donner quelque chose de leurs travaux pour la radio, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit les paroles ne sont pas à la hauteur d'être diffusées à la radio. Alors c'était une guerre. Alors ici, je pense que je parle des années entre 1948 et 1952, ici que c'est la musique libanaise actuelle que c'était élaboré. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cette musique? Je reviens. Alors, c'est une musique qui a le dialecte libanais, parce que c'était nationalisme. Je répète le mot. Alors, c'était nationaliste. Et en plus, il y avait les mélodies qui sont cherchées dans les régions des chansons populaires. Par exemple, quand je dis Yaghzal Ya Boulheba. Yaghzal Ya Boulheba, c'est un chant populaire libanais. Alors, c'est sur le rast.
Si je le chante maintenant, je dis mais les frères Rahbani, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour être joués par des instruments occidentaux et être diffusés dans le monde occidental, ils ont changé. Ils ont composé une introduction avec embellissement de cette introduction et ils ont fait le mode majeur. Alors c'est majeur, c'est pas rast. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Zaki Nassif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les chants bédouins tels qu'ils sont et il a mis des mots. Alors il a changé un peu la mélodie. C'est surtout l'orchestration. Ils ont travaillé sur l'orchestration et pas beaucoup sur l'harmonisation de la musique. Je donne par exemple, Zaki Nassif lui-même cite cet exemple-là. Quand il a fait Tallu Hbabna Tallu, le chant connu de Zaki Nassif, Tallu Hbabna Tallu, Nassimiha wa Bladi, il a pris le rythme d'une addiye, on l'appelle. Alors, addiye, c'est une énumération. Alors, addiye, ta, 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 comme le rap maintenant, comme la musique rap. Alors, il a dit, يرقص حتى السبعة من تنفس pam 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 pam. C'est le rythme de la chanson. Il l'a pris tel qu'il est et il a composé. Lui-même, il a écrit les mots. Il a écrit les mots et il a fait la composition musicale sur ce rythme. Comme ça, les gens, quand ils écoutent cette chanson-là, ils l'aiment. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, dans la tradition, ils savent ce chant sans savoir que c'est quelque chose pris à la tradition. Alors, je pense que c'est la radio qui a changé cette période-là. Et après, il y avait beaucoup de noms de chanteurs, maintenant sont oubliés. Si vous revenez à la Houna Beyrouth, à la revue de la radio libanaise, ça s'appelait Ici Liban, Houna Beyrouth. Alors, il y a beaucoup de noms de chanteurs, de compositeurs, il y avait un laboratoire, il y avait le poète, il y avait le compositeur, il y avait le chanteur, il y avait les instrumentistes, il y avait le conservatoire qui se trouvait à la radio même. Et il y avait une guerre entre le conservatoire national et entre la radio libanaise. La radio disait dans le temps, donnez-nous l'argent du conservatoire pour former un orchestre à la libanaise ou pour former des gens qui peuvent chanter et jouer d'une façon plus à la hauteur de la musique. Alors, dans tout ça, pour revenir un peu aux frères Rahbani, est-ce qu'on peut revenir un peu sur leur apport musical? Est-ce qu'ils ont une spécificité particulière au niveau de la musique populaire libanaise? Avec Fayrouz et enfin toutes les comédies musicales des frères Rahbani, est-ce qu'il y a une spécificité propre à leur musique? Oui. Dans ce contexte, dans la période évidemment des années 60, disons. Oui. Oui, les frères Rahbani ont travaillé avec beaucoup d'intelligence. Il y avait la musique égyptienne qui est une musique très importante. Les mélodies, alors la façon de chanter, les modes, les maqams. Alors, c'est quelque chose de génial comme musique, la musique égyptienne. Comment faire pour faire l'opposition à cette musique-là? Pour ne pas faire opposition c'est-à-dire pour garder l'identité de la musique libanaise. Qu'ils ont fait? Alors, ils ont pris les occasions. Chaque œuvre des frères Rahbani, surtout le théâtre Rahbani, alors c'est le village libanais, ou bien c'est la ville libanaise, ou bien c'est une histoire d'une période du Liban. Si on prend par exemple, la première c'était Mawsim el-Az. Mawsim el-Az, c'est un mariage libanais traditionnel avec tous ces chants traditionnels. Si on veut travailler un travail ethnomusicologique sur le mariage libanais en 1957, on revient à ce mariage, parce que ce sont les mêmes mélodies qui étaient chantées avec les mêmes paroles. Si on prend Fakhreddin, c'est quelque chose d'historique. Jbel el-Souwan, si on prend Oswara, c'est une histoire banale. Une fille une vieille dame lui a donné un bracelet et tout le monde, oh, qui a donné ce bracelet? Ils ont fait une histoire sur ce bracelet. Alors, c'est quelque chose de populaire. Comment les gens demandent sur un problème donné? Alors, moi je dis que le génie des frères Rahbani, ils ont pris le village libanais, ils ont pris la société libanaise et ils l'ont mis sur le théâtre. Avec mise en scène, avec musique.
avec orchestre, avec une voix comme Férouz, avec toute cette équipe qui était avec les frères Rahbani. Alors, il y a des gens avec, des gens contre les frères Rahbani, mais on ne peut pas ne pas dire qu'ils ont fait quelque chose de beau. Ils ont fait la musique, ils ont fait le théâtre, ils ont fait raconter l'histoire d'une façon belle. Ils ont réussi à créer un mélange, disons, une osmose entre la musique occidentale et orientale. Voilà. Non, même ils tendent vers l'occidental plus qu'oriental. Parce qu'ils avaient l'idée, mais c'était dit par eux, il faut que la musique libanaise soit entendue par les non-libanais. C'est ce qu'ont fait les Européens. Maintenant, moi, j'écoute Charles Aznavour, j'écoute des sonates, des symphonies, des musiques de tout le monde, et je les accepte comme libanais. Mais si je vais en France, si je vais en Italie et je chante une chanson libanaise, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, c'est pour ça. Alors, la difficulté, c'était les notes mobiles. Ici, la musique modale. C'était confronté par eux. Comment faire par les notes mobiles? On ne peut pas harmoniser. On ne peut pas faire accepter par les autres qui n'ont pas ce tempérament-là. Alors, comment faire? Alors, ils ont parfois, quand ils trouvent que ce travail doit être diffusé ou bien représenté à l'extérieur, ils un peu délimitent l'utilisation de ces notes mobiles. C'est pour cela que dans les travaux des frères Rahbani, 75% du répertoire musical est occidental, sur l'échelle occidentale. Ce n'est pas harmonisé, mais moi je dis, si vous voulez, c'est monodique, mais c'est tonal la plupart. Il y a modal, il y a rast, il y a comme les mouachahat, comme les kasaïd, comme les chants traditionnels. Ils ont fait Sahrit Hob. Sahrit Hob, c'est, si vous voulez, le résumé de toute la tradition musicale libanaise. Vous trouvez Karradi, Mouachah Baladi, Ma'anna, Asid, Shrou'i, tout est dans le même genre musical. C'est ce qu'ils ont fait, mais il y a toujours un peu de négatif. J'ai dit ça. Ils ont, si vous voulez, il y a plusieurs genres de dalouna au Liban. Eux, ils ont pris une façon de chanter et ils l'ont fixée. C'est la fixation de la tradition qui n'est pas très bonne, mais ils ont fait un travail qui est connu par Rahbani. Ce n'est pas la tradition libanaise. Oui, mais leur musique était quand même très appréciée en Syrie et en Jordanie aussi. Ouais. Donc, en dépit du fait que c'était un peu une musique spéciale, disons. Je sais qu'en Jordanie, la musique est très appréciée, et même en Syrie, non? Oui. La musique des Rahbani est appréciée. Oh, oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils ont créé quelque chose de nouveau. Eux, ils disent, il ne faut pas chanter toujours de l'amour, il ne faut pas chanter toujours de itab, il ne faut pas chanter toujours de mélancolie, tout ça. Alors, le chant arabe, c'était comme ça. C'était la mélancolie, c'était l'amour, c'était... Eux, ils ont parlé de la montagne, ils ont parlé des enfants, Shadi, il y a des histoires. Alors, quand vous écoutez une chanson des frères Rahbani, il y a quelque chose qui passe. C'est pas seulement la musique. Il y a une histoire, il y a quelque chose. Il y a cette relation avec l'homme. Alors, la chanson que vous écoutez, alors ça vous dit quelque chose, à vous. C'est pour ça la musique des Rahbani est partout dans le monde arabe. Et même dans le monde arabe, ils comprennent le dialecte libanais grâce à la chanson libanaise. Alain, vous avez quelque chose à commenter avant de donner la parole au public? En fait, j'ai une question au Père Haj. Si on prend sur un plan purement musicologique, lorsqu'on parle de la musique de Wadi Sabra comme étant une musique occidentale orientaliste, mais Wadi Sabra, ce qui diffère, c'est que c'était une musique savante. Les Rahbani ne serait-il pas une musique populaire occidentale orientaliste? Oui, la définition, quand on parle de la musique savante, c'est quoi la musique savante? La musique savante, c'est quand on parle d'une musique qui est... La théorie est écrite. Mais oui, il y a une théorie écrite, il y a des normes, il y a la théorie musicale, Mais, Madame Kayali a parlé des 4 ou 5 personnes, comme Char al-Khouri, comme. Mais eux, ce sont des Libanais. Ce sont des Libanais par origine. Mais leurs travaux, est-ce que c'est libanais?
C'est ça la question. C'est pour ça, c'est pas la musique libanaise. Moi, quand on parle de, je sais pas, de Jihad, non, comment il s'appelle? Ok, Bchar al-Khouri ou autres, qui ont composé sur leur musique arabe, qui ont composé en Occident, ou Naji Hakim, par exemple. Ok, Naji Hakim, c'est un Français, c'est un Libanais, il est Libanais d'origine libanaise, mais il n'est pas plus Libanais en musique. Il compose des musiques occidentales, à la façon occidentale, à la façon, comme vous avez dit maintenant, sur la théorie de la musique occidentale, c'est plus libanais. Quand il devient libanais, il doit... Oui. Naji Hakim, c'est la musique classique plutôt. C'est la musique occidentale. Ouais. C'est la musique occidentale, c'est pas la musique libanaise. Il y a des couleurs, il y a des thèmes qu'il utilise. Par exemple, dans Kadisha, il y a des thèmes qu'il utilise pour donner un peu d'oriental dans l'œuvre. Mais ce n'est pas la musique. Si on veut composer une musique libanaise, comme vous dites, par exemple, à la façon de la musique classique ou la musique savante européenne, il faut commencer par étudier le langage de la musique libanaise, le langage de la musique arabe. On ne peut pas utiliser une note qui est étrangère à ce système pour faire l'harmonie. Alors, moi, si j'ai un mode mineur dans la musique occidentale, j'ai do, ré, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do. Et je fais un accord do, ré, mi, bécar, comme ça, à l'improviste. Alors, c'est faux. Comment faire si je reste do, ré, mi mobile, et je mets un accord do, ré, mi, bécar, avec mi, même si le mi n'est pas là, le mi oriental. Mais l'accord en lui-même, c'est étranger, ce n'est pas le système. Alors, pour faire la musique libanaise comme la musique occidentale, il faut commencer par le langage de lui-même, comme a dit le Congrès de la musique arabe en 1932. C'était les Européens qui ont dit il ne faut pas changer la musique arabe, garder la musique arabe. Et si vous voulez que la musique arabe soit internationale, commencez par le langage de cette musique et n'imitez pas notre musique. C'était Kurt Sachs qui a parlé ça, c'était Erlanger qui a parlé ça. Ils ont dit n'imitez pas la musique occidentale parce que la musique occidentale va arriver à un bloc. Maintenant, elle est arrivée. Maintenant, même en Europe, on n'a plus la musique tonale. On est passé à la musique atonale. Donc voilà, juste pour faire le lien avec ça, la musique atonale, la musique contemporaine. Pour arriver maintenant, pour résumer, là où on en est. On a posé la question quelle identité musicale pour le Liban. Donc, on a abordé la musique monodique modale, mais également harmonique tonale européenne. Donc, la question qu'on se posait, est-ce qu'il serait possible de mélanger ces deux systèmes pour justement essayer de créer un langage qui pourrait ressembler à un langage libanais? On a des musicologues qui disent non, ces deux systèmes incompatibles, ce sont deux systèmes incompatibles. On a quand même d'autres compositeurs qui ont essayé d'harmoniser les chants, la musique levantine, comme Toufi Sekkar que Mme Kayali a évoqué, mais qui n'a pas réussi à le faire. On a maintenant une nouvelle génération de compositeurs qui essayent justement d'harmoniser la musique makamienne, la musique modale. Justement, on a un jeune compositeur libanais qui s'appelle Wajdi Abou Diab qu'on a essayé de contacter pour lui poser la question parce qu'il est parvenu justement à faire une certaine polyphonie, je dirais, de la musique arabe. On pourra maintenant écouter un petit extrait de sa composition. Et je profite du fait qu'on a parmi nous un compositeur libanais qui s'appelle Elia Koussa, qui justement a tenté également de faire ce mélange entre ces deux systèmes et qui est parmi nous justement pour en parler. Alors j'en profite donc pour donner la parole au public. Si vous voulez, commencez-vous par répondre à Alain. Oui. En fait, il va parler en arabe, je vais traduire. Oui, si vous pouvez, il va traduire au fur et à mesure pour que ceux qui sont en dehors du Liban puissent comprendre aussi ce qui va être dit. Merci. أول شيء إذا بدي بلش فكر بالموضوع أنا ككومبوزيتور دايماً بفكر بالانترفال
البيلدينج بلوكس، يعني كشيء اساسي كثير بالنسبه لي، ببني على اساسهم كل الموسيقى. فاي تغيير بالانترفال عاده يعني اذا بناخذ المقامات، اذا بدنا نغير هالانترفالات الموجوده بالاساس بالمقامات الشرقيه، بنكون عم نغير كل الكاركتير تبع الموسيقى. Donc justement, il est en train de dire que la musique, elle est basée avant tout sur les intervalles. Et le fait que la musique modale, le vantine, les maqams, ils sont justement basés sur des intervalles spécifiques. Donc, entre parenthèses, ce sont les 3/4 de ton. Donc, si jamais on est en train de modifier ça en faveur d'une harmonisation, on pourrait aller contre les principes de base de cette musique. بالتالي بتخسر من قيمتها الموسيقى اذا غيرت هول الانترفالات اللي هن كثير مهمين. بيكون في برايي اذا فينا نقول انه نوع من خضوع لثقافه ثانيه، يمكن انه ليش لا يكون في هذا الخضوع، فينا نحن نكون مستقلين ونجرب نلاقي طريقه ثانيه، مش على اساس انه اجي ركب الارموني اوكسيدونتال على الميلودي اورينتال. Justement, c'est comme je viens de le dire, comme M. Koussa vient de le dire, en fait, le fait d'harmoniser cette musique peut aller dans un sens où on perd la spécificité de cette musique. Et donc, au lieu de chercher à suivre la grammaire européenne pour harmoniser cette musique, il faudrait plutôt, comme vous me l'avez dit, de suivre une autre façon de faire la polyphonie sans pour autant suivre la grammaire européenne. فدايما نحن بنوقع بمشكله بلاحظها، انه لما بنخلط اثنين تراديسيون مختلفين بيكون في مثل كولاج، بيكون في نوع من تصنع، يعني بيكونوا اشياء ما لها علاقه ببعضها. ف اذا فينا نحن اليوم كومبوزيتور نلاقي طريقه نخلق هارموني ما لها علاقه باي سيستم ثاني، فبنطلق بحب انطلق من المونودي بالاساس، يلي هي بتوضح نحن شو بالاساس والمقامات اللي بنستعملها. هل فعلا في مونودي بالطبيعه؟ هون السؤال. Voilà, justement, elle est en train également de parler de ce lorsqu'on essaye d'appliquer la grammaire européenne à la musique levantine, on est en train de faire un collage. Comme je l'ai mentionné dans l'un de mes articles, on arrive à une sorte d'anecdotisme du Hay qui Vaksava, qui est typiquement libanaise. On est en train de coller différentes civilisations, en fait, cultures, pour arriver à un résultat aporique, je dirais. Hybride, disons. Voilà. Je dirais plutôt aporique. Donc l'idée, est-ce que la monodie existe? Parce que la musique arabe, elle est monodique, à un seul son. La question que M. Koussa se pose, est-ce que la monodie existe dans la nature? La réponse est non. Parce que dans la nature, si on entend les sons dans la nature, elles sont polyphoniques. صحيح، هذا اللي بدي اقوله. وبنستفاد كثير يعني كمؤلفين اجمالا، بنستفاد من التطور العلمي كمان، كما التطور الموسيقي بالخمسينات والستينات. شيلسي مثلا بايطاليا عمل هالشيء، انه قعد على البيانو صار يعيد نفس النوت هي ذاتها، فلاحظ انه صار يسمع النوت بشكل مختلف، يعني صار كانه عم بيسبح بقلب النوت. يعني في بروفوندور للصوت، يعني الصوت منه بس اوتور ودوري، في هالديمنسيون الجديده عندنا فينا نستفاد منها، اللي هي البروفوندور، واللي فينا على اساسها نحن نبني نوع من بوليفوني جديده طبيعيه من دون ما نلتجئ لثقافه ثانيه. Voilà, donc pour conclure, donc ce que Elia Koussa essaye de faire dans ses compositions, c'est d'ajouter une troisième composante autre que la durée, c'est-à-dire la rythmique, et autre que la mélodie, qui sont les deux composantes principales, mais ajouter ce qu'on appelle une profondeur, qui peut être une sorte d'harmonie, une nouvelle harmonie qu'on peut appliquer à la musique, justement levantine, et qui pourrait, je dirais, au conditionnel, constituer peut-être les prémices d'une musique libanaise. Est-ce que vous voulez une question? Oui.
Alors, pourquoi limiter la musique libanaise à celle des temps anciens? Ne peut-elle pas évoluer avec son environnement comme l'a fait le Liban tant de fois? D'ailleurs, est-ce que ça ne la rendrait pas encore plus libanaise d'évoluer? La question est adressée aux deux. En fait, c'est une question intéressante, mais justement parce que la musique levantine, elle s'attache à ce qu'on appelle la tradition, surtout lorsque je parle de musique savante. Par exemple, je donne un exemple de musique savante, levantine, religieuse peut-être, c'est les chants orthodoxes. C'est une musique, peut-être pas libanaise, mais levantine, qui s'attache à la tradition. Elle ne suit pas ce que vous appelez l'évolution, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le darwinisme musical. C'est une musique qui n'évolue pas avec le temps, mais plutôt qui suit une démarche créative qu'on peut répéter sans pour autant... C'est pas comme justement la musique européenne qui suit une certaine évolution où le fils tue son père. C'est le classique a tué le baroque, le romantique a tué le classique. La musique, finalement, la musique atonale a tué tout ce qui vient avant. Donc, en fait, la musique traditionnelle du Levant, elle ne suit pas cette évolution. Elle s'attache plutôt à la tradition. C'est justement une autre façon de voir les choses. Oui, alors je vais partir par l'étymologie du mot tradition, tradere. Tradere, c'est quelque chose qui marche, qui n'est pas là. Alors la tradition, c'est quelque chose qui n'est pas maintenant comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est avant et mettre quelque chose comme ça qui vient de l'extérieur d'une façon accidentelle, si vous voulez. Le Liban, c'est ce mélange de toutes ces musiques qui existent au Liban. Il y a le jazz, il y a le pop, il y a la musique traditionnelle, la musique égyptienne, il y a du Maroc, il y a tout au Liban. Mais où est la musique libanaise? Moi, si je vais dans un pays quelconque et ils me demandent qu'est-ce que vous chantez au Liban? C'est quoi la musique libanaise? Qu'est-ce que je dis? Je chante le jazz. Ah oui, c'est jazz. J'avais une expérience en France. Une fois, le professeur m'a demandé, il a demandé aux étudiants de faire un exemple. Chacun cherche une musique de sa région et la fait écouter et fait une analyse. Moi, j'ai cherché une musique quelconque, je ne vais pas nommer. Quand il a écouté, il a dit « Ah, mais c'est la musique du film égyptien. » Il a dit comme ça. Ce n'est pas la musique libanaise, c'est quelque chose d'égyptien, c'est une musique de film. Alors, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'identité qui est très connue. Pourquoi? Parce qu'on a tout laissé. C'est ce qu'Omar Zanne, le chanteur, il était contre tout ce qui est occidentalisé. C'est-à-dire, on a oublié comment manger, comment s'habiller, comment parler. Maintenant, quand on parle libanais, moi, je ne comprends pas parfois les personnes qui ont l'âge de 15 ou 14 ans. Ils ont autre dialecte, ils ont autre... Et c'est très rapide. C'est très rapide. Le changement qui tenait, par exemple, 50 ans, maintenant, dans 5 ans, c'est fini. Maintenant, il y a des dialectes que parle la jeunesse qu'on ne comprend pas. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. C'est pour ça, c'est pas rester dans le passé. C'est pas rester dans le passé, mais ne pas laisser tomber le passé parce que pourquoi les Européens ont l'intérêt de garder ces musiques qui existent dans notre région? Pourquoi ils cherchent la musique syriaque qui date des années 100? Après Jésus-Christ même, il y a des musiques qui sont avant. Pourquoi ils cherchent la musique syriaque, la musique chaldéenne, la musique arabe, je ne sais pas, des années avant le 19e siècle? Pourquoi? Et nous-mêmes, on n'a pas de musique qui est libanaise. C'est pour ça. Il faut changer, il faut avancer en avant, mais en gardant ce qui était... Est-ce que ça répond à votre question? Si vous avez une autre question aussi. Ça répond, mais juste, alors, à ce moment-là, si jamais on n'accepte pas cette nouvelle musique un peu, est-ce que ce ne serait pas refuser les rahbani, qui sont des icônes libanaises, comme libanais? Moi, je n'ai pas refusé. Moi, je suis avec. Moi, je suis avec parce que la
Moi, je suis contre le fanatisme même dans l'art. C'est-à-dire, cette musique, c'est pas la musique des années 20, je n'écoute pas. Mais c'est la musique qui est écoutée maintenant, j'écoute tout. J'ai une vision, j'ai l'écoute analytique, j'ai le critique musical, mais cette musique est entendue par la plupart de la société. Je ne peux pas dire que cette musique est populaire maintenant. C'est la musique du peuple. La musique populaire, c'est la musique du peuple. La musique de Ras el-Hallani, la musique de n'importe qui chante maintenant au Liban. Alors c'est une chanson populaire. C'est pour toi, pour la génération des années 80 jusque-là, c'est eux qui chantent. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas libanais? Non. Mais il faut garder des éléments qui donnent l'identité à cette musique, qui est les mots, le dialecte, la poésie et le sujet. Une chanson sans message, ce n'est pas une chanson. Une chanson pour faire le rythme seulement, ce n'est pas une chanson. Une musique sans poésie, ce n'est pas une chanson. S'il y a la poésie bonne et la mélodie bonne et le chanteur qui a une belle voix ou une chanteuse qui a une belle voix, alors c'est une chanson libanaise populaire qui est maintenant interprétée dans notre monde. D'accord, merci. En fait, j'aimerais ajouter quelque chose. En fait, ce débat, il est centenaire parce qu'il y a toujours eu ces deux points de vue très distincts. En fait, la révolution artistique endogène qui pense qu'on peut faire le renouveau à partir de ce qu'on a, versus la révolution artistique exogène qui pense qu'on peut, pour révolutionner cette musique, on doit avoir recours à d'autres traditions. Donc, c'est un débat qui est centenaire depuis les années 20 et qui continue jusqu'à maintenant. Ça va? Professeur Rain? Oui. Je voudrais remercier les deux intervenants, le père Haj, qui a une très belle voix, et monsieur Alain Andrea pour monsieur Alain Andrea pour cette présentation. Il y a un point qui m'a interpellé. Vous avez parlé, monsieur Andrea, vous avez parlé de la Nahda et de Beyrouth. Et vous avez dit la Nahda est arrivée trop tard à Beyrouth. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par Nahda, parce que Beyrouth est la ville de la Nahda, avec le Caire depuis le début du 19e siècle pratiquement. Et sans Beyrouth, toute la renaissance culturelle, artistique, littéraire, arabe n'aurait pas eu lieu. Sans doute vous entendez cela dans le simple domaine musical. Je ne suis pas un musicologue. Moi, j'aime ce que mon oreille entend et pas ce que mon intellect sait sur la musique. Mais je pense que de ce débat absolument passionnant, on peut tirer une conclusion, n'est-ce pas, qui rejoint un peu la réflexion du jeune homme ici. On peut tirer une conclusion. Le Liban, la ville de Beyrouth surtout, est un creuset de brassage des cultures. Nous avons brassé toutes sortes de cultures depuis la plus haute antiquité et nous avons fini, grâce à la Nahda et à d'autres influences, par fabriquer un modèle que nous avons exporté et un modèle auquel d'autres que nous s'identifient. Les Fayrouziyat, pour les Syriens, ça fait partie de l'identité syrienne. Pour les Jordaniens, ça fait partie de l'identité jordanienne. La musique a ceci d'exceptionnel. Elle est par nature universelle, quel que soit le mode spécifique où elle s'exprime. Elle n'a pas d'identité close ou fermée. Et je pense, c'est ce que le père Haj a voulu dire à un certain moment, il faut des modes particuliers et il faut les protéger, mais rien n'est fixe, tout coule, tout évolue, tout évolue. En tout cas, merci beaucoup. En fait, merci pour votre question. En fait, c'est ce que je viens de dire. La Nahda endogène dont je parlais, en fait, la musique arabe est arrivée à certains moments à saturation. Et donc, on pensait que le fait de faire révolutionner cette musique,
reposait justement à introduire l'harmonie à l'intérieur de cette musique. Sauf que cette révolution, cette nahda culturelle, comme je l'ai précisé, elle était endogène. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'on est capable de révolutionner cette musique, aller à la découverte de nouveaux horizons, tout en gardant les spécificités de cette musique, plutôt que d'aller plutôt introduire un langage qui est alloctone à l'intérieur de cette musique. Comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord avec vous que la musique, elle est universelle, tout en gardant cependant une certaine spécificité pour chaque musique. Et d'ailleurs, c'est ça le rôle des ethnomusicologues, de préserver une certaine, pas de préserver, mais de décrire une certaine identité musicale propre à chaque pays, à chaque peuple. Pardon? Parfois à deux cultures, appartenant à deux pays différents. Par exemple, en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, ils mélangent énormément les genres. Et vous avez des choses qui sortent qui ne sont pas forcément mauvais, parfois. Et je ne sais pas, ils arrivent à sortir aussi de Aïcha, il y a de belles chansons qui ont été chantées en français, avec même des noms arabes ou nord-africains, et qui ont très bien réussi. Je ne sais pas dans quel cadre on mettrait cela, mais c'est aussi des réussites d'une évolution musicale, je penserais, qui ne ressemble peut-être à aucun genre. Voilà. En fait, on revient à cette question d'évolution et de darwinisme musical, mais qui était justement due à la colonisation qui avait un peu instauré une certaine... et à la globalisation. Ce n'est pas que la colonisation, mais également la globalisation qui a voulu que toutes les musiques du monde commencent à se ressembler les unes aux autres et d'adopter ce système harmonique tonal que l'Europe maintenant, que l'Amérique, mais également les autres pays commencent à adopter. Je tiens juste à préciser que, parce qu'un des médias a une fois a noté que je fustige la musique européenne. Loin de là, en fait, je suis moi-même pianiste classique, je suis moi-même critique musicale de musique occidentale. Je ne fustige pas la musique classique, la musique européenne, mais justement, il faut nommer les choses par leur nom. Oui, moi, je vais parler du métissage. Oui, nous sommes dans un monde de métissage. Comme dans la haute couture, on cherche des façons de faire la couture. On assemble l'Afrique avec l'Asie, avec l'Occident, avec tout pour créer quelque chose de nouveau. Le monde maintenant est à la recherche de thèmes. Il cherche des thèmes. Le thème en Occident, c'est terminé. C'est pour ça que la musique occidentale, la musique tonale, est terminée. C'est maintenant la musique atonale. C'est la musique dodécaphonique, c'est la musique. Ils cherchent quelque chose dans le langage musical. Alors, les thèmes, ça existe chez les peuples qui vivent toujours dans une façon de vivre très réservée. Alors, quand vous parlez de la musique marocaine ou de la musique de l'Afrique du Nord, alors c'est un métissage sur le reggae ou bien sur la musique latino en Amérique. Alors c'est le mélange de ces musiques-là pour créer quelque chose comme on fait maintenant au monde arabe dans le cinéma, le pan-arabe. Alors il y a tout, l'arabe qui existe dans un film. Comme ça, il y a plus de gens qui vont voir ce film. Mais dans la musique, c'est aussi pour que cette musique soit écoutée. C'est pour ça les chanteurs qui sont algériens, qui ont fait des chansons arabes, c'est pas arabe, c'est berbère français. Alors c'est accepté parce qu'il y a les mots français et il y a des mots qui sont un peu étrangers, c'est beau à écouter avec quelques nuances musicales aussi belles à écouter. Alors c'est le métissage, c'est ce qui est cherché. Il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Ouais. C'est quoi la conclusion? Ouais. C'est une bonne question. C'est vrai. Ouais. Est-ce que les Rahmani chantent en italien ou en italien ou français? On fait cette conférence en française. L'identité. C'est pour l'identité. Nous sommes invités. Ouais.
C'est la question, je pense. Oui, oui, qui permet de je conclure, vais essayer de répondre à la question. Alors, l'identité de la musique libanaise actuellement, alors il faut prendre chaque siècle, chaque période dans sa période. dans son contexte. Oui, dans ce contexte. Alors, actuellement, c'est quoi la musique libanaise? Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des normes, il y a des axes qu'on ne doit pas laisser tomber. Le mot, la mélodie, le mode et l'occasion pour chanter cette chanson-là. Si ces axes sont là, alors c'est la musique libanaise. Une musique libanaise, une chanson libanaise sans dialecte libanais, sans parole libanaise, c'est pas libanais. C'est un chant arabe. Une musique libanaise avec des mélodies qui sont venues de l'Égypte, de la Turquie, de je ne sais pas d'où, de l'Amérique latine, de l'Amérique, et chanter sur des paroles libanais, alors c'est pas libanais. Alors, si on veut dire la musique libanaise, il y a des axes qu'on doit, comment dire, accepter. Ou bien... qui doit refléter la réalité sociale libanaise. Ouais. C'est ça, non? Au niveau du dialecte, au niveau, comme vous avez dit, au niveau des messages, vous avez dit, il n'y a pas de musique sans message. Oui, la plupart du temps. Mais c'est pas faux de composer des musiques qui ne sont pas libanais au Liban. C'est pas faux. Moi, si je vais composer une musique égyptienne, je suis libanais et ça existe. C'est pas grave. C'est beau. C'est une génie. Alors moi, je suis libanais et je compose une mélodie égyptienne sur des paroles égyptiennes et ça va marcher plus que les chansons composées par des Égyptiens. C'est pas faux. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je vais dans un pays donné, il me demande chante-moi quelque chose de libanais. Qu'est-ce que je chante? Ouais, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais c'est ça. Mais non, vous pouvez répéter ces critères, justement, pour conclure. Non, moi je dis, c'était les commissions qui existaient à la radio libanaise dans le temps. Il y avait la commission de la parole, la commission de la musique et la composition de la réalisation du travail. Le comité, ou bien la commission de la parole, ils étaient responsables de voir le poème, si c'est bon, comme rime, comme maître, si les paroles qui existent a quelque chose qui n'est pas bon pour le public. Alors, eux surveillent la parole. Il y a un autre comité qui surveille la mélodie. Est-ce que la mélodie, ça répond à la mélodie qui existe, acceptée par les Libanais ou pas, ou pour être appelé Libanais ou pas? Et enfin, la voix, la belle voix. Il faut donner cette chanson-là à une personne qui chante bien, une personne qui a une belle voix. Et finalement, c'est la réalisation, alors c'est l'orchestration ou bien la mise en scène de la chanson donnée. Voilà, je dirais en fait, peut-être juste en quelques mots, je dirais peut-être, suivant les critères que Père Haj vient de citer, je dirais que peut-être il y a un certain degré de libanité musicale. On pourrait dire... Quels sont les critères de cette libanité musicale? Je dirais le composant mélodique, le composant rythmique, la levantinité peut-être du composant mélodique, le composant rythmique, le dialecte libanais et peut-être même, je dirais, la nationalité de l'interprète. Parce que si on pense dans une certaine perspective levantine où le chant n'est pas fixé, l'énonciation n'est pas fixée, peut-être la nationalité même de l'interprète jouerait un rôle. Et donc je dirais que pour répondre à la question de M. d'Orléans, je pense qu'il y a un certain degré de libanité. On ne pourrait pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Les Rahab ne sont pas Wadi As-Safi. Filimon Wehbe ne c'est pas les frères Rahben également. Ce n'est pas pour autant que l'un n'est pas libanais et l'autre est libanais, mais je dirais que si on prend ces critères comme une certaine grille, je dirais, ou une checklist, et on voit... on pourrait déterminer un certain degré de libanité musicale. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. À part la nationalité des musiciens, il y a aussi le sujet. Il y a Amar Mashghar, par exemple. Trab Antoura. Pas du Liban. C'est une chanson libanaise, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, c'est quel mode, quels moyens ont utilisé pour faire cette proposition. Ils ont proposé. Partout dans le monde, les Rahbani sont considérés comme les musiciens libanais.
Oui, ils resteront libanais en tout cas. Il y a une reconnaissance internationale, même chez les Arabes, même parmi tous les pays arabes. Ça, la chanson libanaise, Fayrouz, Rahbani, Zaki Nassif, bien sûr, peut-être. Tout à fait. Wadi Al-Safi. En fait, je ne suis pas contre cette musique en tout cas. On a oublié Ziad Rahbani qui est une révolution. Ziad, c'est un cas à part, disons, un cas à part, qui a mélangé le jazz et l'oriental. C'est la globalisation, en tout cas, avec Ziad Rahbani. Tout à fait. Oui. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis, bien sûr, on a eu la réponse. Il y a encore des commentaires. Oui. ChatGPT, donc il faut demander à ChatGPT. On ne pourrait pas dire que notre musique est plutôt un cocktail molotov de plein de gens ensemble, foutus ensemble, et qui font joyeusement ce qui leur plaît. Heureusement ou malheureusement, c'est ça la question. On est ce cocktail, fatouche, de plein de choses qui cohabitent ensemble, bien ou mal, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est comme le pays. C'est la spécificité du Liban, justement. C'est le chaos tout à fait. Mais la beauté de ce chaos, c'est tout fait notre histoire. Ouais. La beauté de ce Liban, c'est ce cocktail. Mais dans le désordre, en général, il y a un certain ordre dans le désordre, une certaine beauté dans le désordre. C'est un peu ça. C'est ce qui fait notre... Les fleurs du mal. Oui, les fleurs du mal. Bon, je vous remercie à tous. Et voilà, j'espère que ça a été un peu fructueux. Merci beaucoup.